Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 19h. Alger et Doha aspirent à renforcer leurs relations et à booster leur échange économique. Le président algérien entame une visite de 2 jours au Qatar. Abdelmajid Tebboune doit prendre part au forum des pays producteurs de gaz. Il se tient cette année dans un contexte mondial miné par de multiples crises. Au Mali, rien n'a encore filtré sur la date du retrait des forces françaises. Paris évoque un délai de 4 à 6 mois alors que Bamako exige un départ imminent. En Tunisie, la Banque mondiale disposée à accompagner le pays dans ses réformes alors que la puissante centrale syndicale UGTT voit la réélection de Nordine Taboubi à sa tête. Et la crise russo-ukrainienne au cœur de la conférence de Munich alors que la tension monte d'un cran dans le Donbass. Face à une attaque militaire de Kiev, les autorités de Donetsk appellent à la mobilisation. Ces centaines de réfugiés passent la frontière avec la Russie. Et nous entamons cette édition par la visite de 2 jours du président algérien Abdelmajid Tebboune au Qatar, une visite d'État, une nouvelle opportunité pour renforcer les relations entre Alger et Doha, mais aussi poursuivre la coordination et la concertation sur les questions arabes et régionales. À leur tête, le dossier palestinien, des concertations en perspective du sommet arabe prévu avant la fin de cette année. Une visite et des dossiers lourds, notamment en économie. Pour en parler, me rejoint notre journaliste Kherdine Bettache. Kherdine, bonsoir. Bonsoir, Ria. Alors, Kherdine, donc c'est une visite et des dossiers lourds, notamment en économie. Comment se projeter dans cette visite d'État ? Eh bien, Riyad, il s'agit d'un véritable chassé-croisé de visites officielles entre Alger et Doha, qui a commencé suite à la visite de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, en 2020. La visite du président algérien Abdelmajid Tebboune s'inscrit donc dans un contexte de relance, mais aussi de poursuite des efforts qui ont été jusque-là consentis par les 2 parties, qui sont 2 puissances économiques dans la région MENA. De nombreux dossiers seront au menu des discussions, notamment sur le plan économique. Alors justement, Kherdine, les relations économiques algéro-qatari auraient besoin d'un coup de boost, on va dire, au vu du potentiel intersec des 2 pays. Eh bien, c'est du moins ce que disent les chiffres que nous allons voir ensemble dans cette illustration. Le Qatar, entre la période 2015 et 2020, est classé comme 11e partenaire économique de l'Algérie parmi les pays du monde arabe. Le volume des échanges commerciaux s'établit à 344,8 millions de dollars, avec 25,2 millions de dollars d'exportation algérienne et 319 millions de dollars d'importation algérienne. Les exportations algériennes, justement, en 2020 ont atteint un faible volume de 1,7 million de dollars contre 38 millions de dollars d'exportation. Le Qatar est le premier investisseur arabe en Algérie avec 74% du total des IDE, avec 115 sociétés mixtes créées jusque-là. Les secteurs privilégiés par le Qatar sont l'industrie, les télécommunications, les finances. Des entreprises majeures et florissantes ont vu le jour depuis. On a l'exemple d'Algérienne Qatari Steel, Ooredoo ou aussi Trust. Donc il convient justement de préciser qu'un processus bilatéral dont le sens de la relance et la redynamisation de ces relations a été entamé entre Alger et Doha, comme en témoigne justement la tenue d'un conseil d'affaires bilatéral en 2021. L'objectif souligné lors de ce conseil était de réaliser un saut qualitatif en ce qui concerne le partenariat et l'investissement.
Alors le dossier énergétique occupe une place importante dans l'agenda du président Tebboune. Il participera au 6e sommet des chefs d'État du gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Doha. Eh bien, il s'agit de l'aspect multilatéral de cette visite. Le sommet en question tombe à point nommé. Pourquoi ? Eh bien, parce que le contexte géopolitique autour du secteur des hydrocarbures n'a jamais été aussi tendu du fait de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Cette crise a des retombées sur la situation énergétique du continent européen. D'un côté, nous avons une Europe qui est prise au piège de sa dépendance du gaz russe et est en train de chercher de nouvelles alternatives face à la hausse conséquente des prix du gaz. D'un autre côté, nous avons de nouveaux pays, bien sûr, partenaires de l'Europe, mais aussi de l'Algérie et du Qatar, qui veulent se positionner dans cette situation. Nous avons par exemple l'Égypte, nous avons aussi le Nigeria, la Bolivie, mais aussi l'Algérie, qui tentent de faire du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, son nouveau cheval de bataille dans cette affaire. Eh bien, le programme, justement, on va terminer, Riyad, avec le programme de ce 6e sommet. Nous avons aujourd'hui la réunion ministérielle extraordinaire à laquelle a pris part le ministre algérien de l'énergie et des mines, M. Mohamed Arqab, en prévision de la réunion des chefs d'État des pays producteurs de gaz prévue pour le 22 du mois en cours. Très bien, merci beaucoup Kherdin Batache pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes notre journaliste spécialisé, on va dire, en économie. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette visite pour le moment. Nous allons bien sûr y revenir lors de nos prochaines éditions. Dans le dossier malien, le président français Emmanuel Macron a rejeté l'exigence de la transition malienne de retirer les soldats français sans délai du Mali et a mis en garde contre toute atteinte à leur sécurité. Qu'en sera-t-il réellement de l'organisation du départ des troupes françaises ? Élément de réponse avec Safouane Ben Sabri. Paris et Bamako s'entendent sur le retrait de la France, mais pas sur la date de celui-ci. Alors que le Mali exige un retrait dans les plus brefs délais, Emmanuel Macron estime que les conditions ne sont pas réunies pour retirer les troupes françaises en l'état. À travers la question du délai, ce sont deux autres problèmes qui sont soulevés. Le premier est celui de la logistique nécessaire pour déplacer une force militaire présente depuis maintenant 9 ans. C'est une opération logistique en soi. Ce désengagement concerne des hommes, des femmes, mais aussi des équipements et du matériel lourd. Il y a du matériel parfois même trop lourd, comme de gros conteneurs, qu'il va falloir transporter d'une manière ou d'une autre. L'autre volet du différend entre Paris et Bamako est un problème de fond. Pour le Mali, la décision du retrait des militaires français relève de la souveraineté même du pays envers l'ex-colon. Les autorités estimant avoir le droit de décider ou non d'une présence étrangère sur leur sol. Aujourd'hui, les Français veulent justement prolonger la domination avec ce pays qu'ils ont colonisé, et ce pays a dit non, il va falloir remettre tout sur la table, rabattre les cartes, et c'est cela qui pose aujourd'hui un problème. Le bras de fer entre les deux pays se prolonge donc. La France répondra-t-elle aux exigences maliennes en accélérant le retrait ou mettra-t-elle en avant les obligations logistiques pour justifier un départ différé ? Et invitée sur une chaîne française, la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, n'a pas caché le rôle important joué par l'Algérie. Pour Anne-Claire Legendre, l'Algérie est une partie de la solution de la crise malienne. Évidemment que l'Algérie est une partie de la solution, puisque l'Algérie a été à l'origine des accords d'Alger, qui sont un des piliers essentiels de la sécurité et de la stabilité du Mali et de retour à une situation de souveraineté. Donc nous avons besoin de nos partenaires algériens, et c'est évidemment un des partenaires avec lesquels nous nous concertons activement. Et les réactions fusent suite à l'annonce du redéploiement des forces françaises et de leur retrait du Mali. Je vous propose d'écouter les réactions de la population tchadienne, visiblement soulagée par l'annonce de retrait de Paris. Quand on dit que la France va se retirer, nous d'autres, on a le cœur qui bat.
puisque depuis qu'ils sont là, il n'y a aucun changement. Ça fait des années, il y a des dégâts. Normalement, du Nord, ils ont quitté là-bas de venir juste pour amener la stabilité dans le pays, mais leur présence ne change aucune chose. Donc nous on souhaite qu'ils quittent. Inquiet, pourquoi pas? Quand je dis déjà que les forces islamistes sont en train de s'affronter, qui peut ne pas penser qu'il y a une main derrière? Qui sait que si ce n'est pas l'armée française qui est en train de pousser à ce qu'on demande leur maintien, on ne sait jamais. Mais toujours est-il qu'il faut toujours déstabiliser pour qu'on redemande le retour des troupes françaises. On en a vu aussi au Tchad. Ça peut déstabiliser le Mali, vu que le Mali en tant que tel, on a vu qu'il n'était pas fort sur les termes de l'armée. Et même en personne, ils n'ont pas pu assurer leur sécurité à eux. Donc je pense que ça peut créer genre un truc, s'ils ne trouvent pas vite une solution à cela. Je crains la sécurité dans la zone sahélienne, puisque la France a toujours intervenu dans des différents cas. Au Mali, au Niger, ils ont beaucoup intervenu, même au Tchad. Et on craint franchement quel sera le résultat ou bien ce qui va se passer à l'avenir. Et au Mali, toujours, 8 soldats maliens ont été tués, près de 60 terroristes neutralisés dans le nord du pays lors d'une opération de l'aviation malienne qui a visé une base terroriste près du Burkina Faso et du Niger. Une quarantaine de civils maliens ont été tués cette semaine dans cette zone en proie à des affrontements entre groupes terroristes. Un attentat suicide visant un café populaire du centre de la Somalie a fait 11 morts ce samedi. Un kamikaze portant une ceinture explosive se serait fait exploser dans un café populaire bondé de civils et de soldats dans la région de Kouchine, au centre de Beledweyne, dans le centre de la Somalie. Une vingtaine de blessés sont également recensés. Autre attaque terroriste, cette fois au Burkina Faso. 2 travailleurs d'une entreprise de bitumage du Sahel burkinabé ont été enlevés puis tués vendredi dans une attaque terroriste, a annoncé samedi la plateforme de suivi des mouvements terroristes Sahel Security. C'est la 4e attaque du genre contre l'entreprise Kangala chargée du bitumage. Les assaillants ont également incendié une machine de travaux. L'entreprise n'a pas encore communiqué sur les faits. Le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine a donné lieu à 2 jours d'échanges avec pour objectif le renforcement du partenariat entre les 2 continents. Toutefois, les divergences importantes font surface lorsqu'il s'agit d'évoquer le sujet de la vaccination contre le Covid-19. Avec seulement 11% de sa population entièrement vaccinée, l'Afrique est en retard dans la lutte contre la pandémie. Mais les dirigeants africains accusent les Européens de s'accaparer des doses de vaccins. Le principal point de discorde est le refus de l'UE de lever les droits de propriété intellectuelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique doit multiplier par 6 ses campagnes de vaccination contre le Covid-19 afin d'atteindre l'objectif de 70% d'ici le milieu de l'année. Et justement, ce point de discorde lors du sommet UE-UA sera le sujet du Zoom du 19h juste avant la fin de ce journal. Au Sahara occidental, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur d'El Bakari, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué. Face à des difficultés financières, la Banque mondiale disposée à accompagner la Tunisie dans l'exécution de son programme de réforme en poursuivant la mise en œuvre de projets de coopération en cours. Déclaration du vice-président du groupe de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Farid Belhadj, lors d'une réunion tenue vendredi avec la ministre tunisienne des Finances, Siham Bourdiri. Parmi les projets en cours figure le programme de protection sociale et le programme d'appui aux petites et moyennes entreprises, indique le ministère tunisien des Finances.
Et pour en parler justement de ce sujet, est en direct avec nous depuis Tunis, Rafat Habib. Je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique des relations internationales. Monsieur Rafat Habib, bonsoir. Bonsoir. Alors, la Tunisie fait face à des difficultés financières, elle qui n'a pas été épargnée aussi par la crise sanitaire. Du coup, la Banque mondiale se dit prête à accompagner la Tunisie qui reste un bon élève, n'est-ce pas, monsieur Habib? À mon avis, oui, dans le passé, surtout lorsqu'il a eu ce qu'on appelle le projet de réajustement structurel dans les milieux des années 80. Et la Tunisie a su tirer son épingle du jeu en ces temps-là. Il y a eu une reprise de la croissance pendant près d'une décennie. Mais il faut attirer l'attention sur un constat. La Tunisie post-révolutionnaire, pendant les 10 années ou les 11 années qui viennent de s'écouler, a vu passer des gouvernements d'une indigence et d'une inconsistance phénoménale. Et on s'est retrouvé avec une économie pratiquement à l'agonie pendant la période de Covid. Et la reprise s'est annoncée extrêmement difficile. On amorce très très mal la période du grand redémarrage. Et la Tunisie s'est retrouvée face à d'abord des pays arabes qui n'ont pas tenu leurs promesses vis-à-vis de la Tunisie. Seule l'Algérie a été présente avec le prêt qui a été accordé par l'État algérien, avec aussi quelques facilités. Il y a aussi une très grande attente de la part des Tunisiens de l'arrivée des touristes algériens qui vont apporter une véritable bouffée d'oxygène pour notre tourisme. Et donc la Tunisie était dans l'obligation de s'adresser à la Banque mondiale, faute d'alternatives. Alors, monsieur Rafat Habib, Nourdine Taboubi vient d'être reconduit une nouvelle fois à la tête de l'exécutif, l'une des plus puissantes organisations dans le pays, l'UGTT. Quelle lecture faites-vous, monsieur Tabib? C'est une continuité parce que le pays maintenant a besoin vraiment de solides ancrages sociaux. Nous savons que l'UGTT a été parmi les plus fidèles soutiens du mouvement du 25 juillet, qui a écarté les islamistes du pouvoir. Après, il a eu bien sûr quelques difficultés à lire vraiment la politique suivie par la centrale syndicale. Mais aujourd'hui, après ce 25e congrès, les choses se sont clarifiées. Tout le monde va se mettre en situation de combat afin de faire sortir le pays de ce marasme économique qui est vraiment étouffant, afin que les gens reprennent espoir. N'oublions pas quelque chose, c'est qu'il y a une année, jour pour jour, les Tunisiens n'avaient même pas une seule seringue pour la vaccination Covid. Aujourd'hui, la Tunisie est un des pays les mieux vaccinés, qui s'en sort très très bien au niveau sanitaire post-Covid. Mais en même temps, nous avons aussi une machine économique qui est réellement grippée, avec des difficultés de redémarrage dans certains secteurs, notamment certains secteurs qui étaient vraiment les pompes à finances de l'État. Très bien, merci beaucoup monsieur Rafat Habib. Je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique et des relations internationales. Merci beaucoup, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tunis. Merci. Dans le dossier du nucléaire iranien, c'est l'heure de vérité pour les dirigeants iraniens selon le chancelier allemand Olaf Scholz. Selon lui, un accord permettant la levée des sanctions est possible, mais cela doit se faire rapidement au risque de voir les négociations échouer. Nous avons maintenant la possibilité de parvenir à un accord qui permettrait de lever les sanctions. En même temps, si nous n'y parvenons pas très rapidement, les négociations risquent d'échouer. Les dirigeants iraniens ont le choix, c'est l'heure de vérité.
En Palestine, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, condamne la décision de l'Australie de le désigner comme organisation terroriste et appelle le gouvernement australien à présenter ses excuses au peuple palestinien. L'Australie a annoncé vouloir classer le mouvement palestinien du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza comme organisation terroriste, devenant ainsi la dernière nation occidentale à prendre cette décision. Une violation du droit et des conventions internationales garantissant au peuple palestinien le droit de résister à l'occupant, selon le porte-parole du Hamas. Nous dénonçons et condamnons totalement la décision de l'Australie de classer le mouvement du Hamas comme organisation terroriste. Cette décision biaisée au profit de l'agression sioniste et son récit anti-palestinien l'encourage à intensifier son agression et à continuer à nier les droits de notre peuple palestinien. Cette décision est une violation du droit des conventions internationales qui garantissent à notre peuple le droit de résister à l'occupant. C'est l'État occupant qui tue délibérément des civils, y compris des enfants et des femmes en Cisjordanie et à Gaza, qui doit être classé comme terroriste. Nous appelons le gouvernement australien à revenir immédiatement sur cette décision et à présenter ses excuses à notre peuple palestinien, car l'accusation contre le Hamas est une atteinte à l'histoire de la lutte du peuple palestinien. Direction l'Europe pour parler de la crise ukrainienne. Actualité prédominante en ce moment, la situation dans le Donbass est à son paroxysme. Denis Pouchiline, le dirigeant de la République séparatiste de Donetsk, a proclamé la mobilisation générale après la recrudescence des violences dans la région. Pouchiline accuse Kiev d'être derrière les explosions qui ont secoué Donetsk et Lugansk. Le point sur la situation avec Sohila Kilal. Dans une déclaration vidéo diffusée ce samedi matin, Denis Pouchiline, dirigeant de la République séparatiste pro-russe de Donetsk, en guerre contre l'Ukraine, a proclamé la mobilisation générale, suivie plus tard dans la matinée par la République de Lugansk. J'appelle mes concitoyens réservistes à se présenter au bureau de conscription militaire. Aujourd'hui, j'ai signé le décret de mobilisation générale. J'appelle tous les hommes de la République qui sont capables de tenir des armes dans leurs mains à défendre leurs familles, leurs enfants, leurs épouses et leurs mères. Ensemble, nous obtiendrons la victoire souhaitée et nécessaire pour nous tous. Nous protégerons le Donbass et tout le peuple russe. Denis Pouchiline a affirmé que les forces de sa région avaient déjoué des attaques fomentées selon lui par Kiev et accusé l'armée ukrainienne de continuer à attaquer la région. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky donnera bientôt l'ordre à ses soldats de passer à l'offensive. Une évasion temporaire protégera votre vie et votre santé, ainsi que celle de vos proches. Depuis 3 jours, les violences s'intensifient dans le Donbass. Les explosions se sont multipliées vendredi. D'abord une voiture piégée près d'un bâtiment officiel de Donetsk, puis une double détonation sur une portion de gazoduc à Lugansk. Les séparatistes de l'Est de l'Ukraine ont lancé un processus d'évacuation des civils vers la Russie voisine. Une opération dans l'urgence, mais bien orchestrée des 2 côtés de la frontière. Le président russe Vladimir Poutine, accusé par l'Occident de vouloir envahir l'Ukraine, a affirmé vendredi constater une dégradation de la situation dans l'est de l'Ukraine. De son côté, Kiev a démenti vouloir reprendre par la force le contrôle des régions séparatistes dans la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Et ces images diffusées par une chaîne de télévision russe montrant des dizaines de civils évacués de la République de Donetsk dans l'est de l'Ukraine attendant d'être emmenés dans des hébergements temporaires après avoir franchi la frontière pour entrer dans la région russe de Rostov. Et le président américain Joe Biden s'est dit convaincu de la volonté de son homologue russe Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Cependant, il n'est pas trop tard pour la diplomatie. Biden a accusé Moscou de mener une campagne de désinformation, notamment en accusant Kiev de préparer une attaque contre la Russie pour trouver un prétexte d'envahir son voisin. Russia has a choice.
La Russie a le choix entre la guerre et toutes les souffrances qu'elle entraînera ou la diplomatie qui rendra l'avenir plus sûr pour tous. Hier soir, la Russie a accepté que le secrétaire d'État Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov se rencontrent le 24 février en Europe. Mais si la Russie entreprend une action militaire avant cette date, il sera clair qu'elle aura claqué la porte à la diplomatie. Ils auront choisi la guerre et ils paieront un prix élevé pour cela. Tous ces événements correspondent à un scénario que la Russie a utilisé dans le passé, qui est de créer une fausse justification d'agir contre l'Ukraine. Cela correspond également au scénario du prétexte contre lequel les États-Unis et nos alliés et partenaires nous mettent en garde depuis des semaines. Lors de la conférence de sécurité de Munich en Allemagne, la vice-présidente américaine Kamala Harris menace d'un renforcement des forces de l'OTAN dans l'est de l'Europe en cas d'attaque de l'Ukraine par la Russie et avertit Moscou qu'il s'exposerait à des sanctions économiques sévères et rapides. Le chef de l'OTAN, de son côté, Jens Stoltenberg, lui aussi met en garde la Russie si cette dernière souhaite s'en prendre à l'OTAN. Nous nous arrêterons pas aux mesures économiques. Nous renforcerons encore nos alliés de l'OTAN sur le flanc oriental. En fait, ensemble, nous avons déjà pris des mesures pour renforcer notre dissuasion et notre défense collective. NATO is a defensive alliance. L'OTAN est une alliance défensive. Nous ne menaçons ni la Russie ni personne d'autre, mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre tous nos alliés. Donc si l'objectif du Kremlin est d'avoir moins d'OTAN à ses frontières, il n'obtiendra que plus d'OTAN. Et s'il veut diviser l'OTAN, il n'obtiendra qu'une alliance encore plus unie. Et cette conférence de sécurité de Munich, un rendez-vous incontournable pour les dirigeants occidentaux, européens et américains. Pour cette 58e rencontre du genre, les pays alliés veulent afficher une coalition sans faille derrière l'Ukraine, un des abcès sécuritaires majeurs en Europe. Tininan Makassi. Comme chaque février, à la même date, les dirigeants du monde occidental se donnent rendez-vous à l'occasion de la conférence sur la sécurité de Munich. La rencontre se veut le baromètre de l'ordre international et des relations transatlantiques, consacrée cette année principalement à la crise ukrainienne et ses conséquences sur l'Europe. Le bras de fer oppose Moscou et l'OTAN et fait grande polémique lors des discussions menées pendant les tables rondes et autres débats. Kamala Harris, Boris Johnson avaient tous à dire sur la question. Les uns les autres affichant des accointances stratégiques, semblables à celles affirmées lors de la guerre froide. À l'origine de cet abcès sécuritaire européen, d'un côté les manœuvres de l'OTAN pour étendre son cercle d'influence jusqu'en Europe de l'Est, et de l'autre la Russie résolue à défendre ses intérêts et son ascendant géopolitique dans la région. Ce n'est pas la première fois que la conférence de Munich se veut une tribune pour faire revivre l'Alliance atlantique et ses pays membres, comme des puissances stratégiques face à l'émergence ou au repositionnement des pays traditionnellement affiliés au bloc de l'Est, à l'instar de la Chine et de la Russie. Pour rappel, la 56e édition a été l'occasion pour ces puissances de discuter de leur ambition hégémonique dans le nouvel ordre mondial. Cela dit, les chefs d'État, ministres, scientifiques et autres réunis à Munich ont aussi saisi l'occasion pour revenir sur la question brûlante au Sahel, à savoir le retrait de la Task Force Takuba du Mali. Santé Covid-19, la tendance baissière se confirme en Algérie en passant sous la barre des 300 cas positifs au Covid-19. Le bilan du ministère de la Santé fait état de 251 nouvelles contaminations Covid-19 durant les dernières 24 heures. 221 guérisons et 7 décès sont également à signaler. Direction l'Amérique, reprise des fouilles 4 jours après des inondations catastrophiques au Brésil, plus précisément à Petrópolis. Engins de chantier et secouristes s'activent pour retrouver des corps après les inondations et les glissements de terrain ayant coûté la vie à au moins 122 personnes dans cette ville touristique pas loin de Rio de Janeiro.
Économie en Algérie, les prix à l'exportation, à l'importation des marchandises exprimés en dinars ont connu des hausses durant les 9 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020 selon l'Office national des statistiques. Culture, ce samedi, direction la librairie Cheikh Zayed à Alger. Une vente dédicace du roman Sur le chemin des sables en feu de Brahim Sadouk s'est déroulée avec la présence de lecteurs venus pour partager un pur moment d'histoire et de littérature. Amira Becha. Sur le chemin des sables en feu, Brahim Sadouk a donné rendez-vous aux Algérois pour assister à la vente dédicace de son tout premier roman. Il revient avec nous sur cette première expérience. C'est une histoire qui m'habitait depuis de nombreuses années. Depuis que j'étais petit, c'est des faits qui m'ont été narrés. Et par la suite, cette histoire m'habitait depuis que j'étais à l'université. Et puis je voulais restituer cette belle page de notre histoire. J'ai essayé de décrire à travers ces portraits la sincérité de leurs propos et également l'authenticité de cette réalité. Donc j'ai essayé de restituer cette page de notre histoire. L'œuvre est une histoire tirée de faits réels. Le décor est planté dans le Qsar Ain Safra, à l'ouest de l'Algérie des années 60, où souffrance et sacrifice riment avec résistance et révolution algérienne. L'auteur nous raconte le destin de Safia, personnage principal du roman. Donc je décris dans ce roman, à travers la bataille sanglante de Mzi, qui s'est déroulée du 6, 7, 8 mai 1960, et en filigrane, je décris le combat de la femme, sans qui la guerre n'aurait pu aboutir durant la guerre de libération nationale. Donc c'est une reconnaissance, c'est un hommage pour cette femme. Parce que si le moujahid, il est au maquis, la femme, c'est elle qui endure dans la souffrance les conséquences de cette guerre. Marquer les générations futures pour la transmission des valeurs de nos aïeux est la volonté de l'auteur à travers son roman Sur le chemin des sables en feu, le devoir de mettre en lumière toutes ces belles personnes qui se sont données sans aucune hésitation pour une Algérie libre. C'est un hommage et une reconnaissance à tous les moujahidines et à toutes les moujahidas qui se sont sacrifiés pour leur combat, pour leur abnégation, pour leur sacrifice. Un. Et deuxièmement, de transmettre à cette nouvelle génération que c'est un héritage et que ces enfants, enfin cette génération, ils ont autant besoin de héros que de pain. C'est ça, moi. Et je pense que toute nation a besoin de symboles historiques pour se nourrir, afin de perdurer et exister. Avis aux amoureux de la littérature et de l'histoire de l'Algérie, des pages remplies d'événements encore et toujours vivaces dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu. Place au Zoom du 19h. Et dans le Zoom de cette édition, nous allons nous intéresser à la vaccination anti-Covid, le nationalisme vaccinal adopté par l'Occident pour s'accaparer des vaccins anti-Covid au détriment des pays pauvres a été à maintes fois décrié. Depuis le début de la pandémie, le continent africain a été complètement délaissé. Les choses risquent de changer puisque 6 pays d'Afrique ont bénéficié du programme mondial de l'OMS pour héberger leur propre production de vaccins ARN messagers. Une décision
décision prise à l'issue du 6e sommet de Bruxelles, alors qu'une levée des brevets sur la production des vaccins n'a pas été accordée. C'est un sujet signé Souheila Kilal. SARS-CoV-2, Corona ou Covid-19. Autant d'appellations pour désigner ce virus venu de Wuhan en Chine pour envahir le monde et se transformer en pandémie qui chamboule la vie de l'humanité depuis 2 ans déjà. Dès l'apparition de la pandémie, les plus grands laboratoires de recherche pharmaceutique se sont lancés dans la course au vaccin, la concurrence étant rude et le temps limité. La mise au point d'un vaccin capable de protéger durablement contre le SARS-CoV-2 s'est avérée un réel défi technologique. 1 an après l'apparition de la pandémie, les premiers vaccins homologués ont fait leur apparition. En l'absence de médicaments efficaces contre le virus, l'obligation vaccinale a été décrétée. A débuté alors la course au contrat. Les pays riches ont conclu des accords bilatéraux avec les laboratoires pharmaceutiques pour s'accaparer de la production vaccinale au détriment des pays pauvres. Dans cette course effrénée, le continent africain a été laissé pour compte. Les Occidentaux avaient prédit au début de la pandémie que l'Afrique allait être frappée de plein fouet. Force est de constater que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Quand l'Europe et l'Amérique du Nord faisaient face en 2020 à des vagues meurtrières, l'Afrique n'était que très peu touchée. Mais 2021 a été marqué par une flambée de l'épidémie dans le continent avec l'apparition du variant Delta en provenance d'Inde. Les peuples africains subissent depuis le début les conséquences de la pénurie de tests de dépistage, de la faiblesse des systèmes de santé et du nationalisme vaccinal des pays riches, ce qui alimente les inégalités sanitaires et socio-économiques. Le nationalisme vaccinal a été fustigé par l'OMS et l'Alliance pour les vaccins, qui ont interpellé les pays riches sur cet apartheid vaccinal. Actuellement, 42 pays administrent des vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19. 36 sont des pays à revenus élevés et 6 sont des pays à revenus intermédiaires. Il y a donc clairement un problème du fait que les pays à revenus intermédiaires et la plupart de ceux à faible revenu ne soient pas encore en train de recevoir le vaccin. Le nationalisme vaccinal nous nuit à tous et est contre-productif. Plus d'1 an après l'administration des premiers vaccins contre le Covid-19 et 2 ans après le début de la pandémie, seuls 11,3% des Africains ont reçu les 2 doses, ce qui en fait le continent le moins vacciné au monde. Or, l'Afrique doit multiplier par 6 le taux de vaccination pour espérer atteindre l'objectif de 70% de couverture vaccinale fixé pour la fin du premier semestre 2022. Il n'est pas acceptable que l'Afrique soit constamment la dernière en ce qui concerne l'accès aux médicaments. Actuellement, 1% seulement des vaccins utilisés en Afrique sont produits sur le continent. En 2021, l'OMS a soutenu un laboratoire de technologie ARNM en Afrique du Sud pour aider les fabricants des pays à revenus faibles ou intermédiaires à produire leurs propres produits. Donc, bien que nous ayons choisi l'Afrique du Sud comme centre, comme hub mondial, l'idée est de construire une capacité mondiale, en particulier dans les pays à faible revenu, pour avoir leur propre capacité afin que les questions d'équité soient abordées à l'avenir. C'est un investissement qui pourrait éventuellement changer la donne dans la lutte contre les principales maladies. Il s'agit donc d'un investissement important et quel que soit le temps que cela prendra, la clé est, comme ils l'ont dit, la qualité de l'investissement. L'Union africaine a demandé la levée des brevets sur la production des vaccins, demande réitérée à l'occasion du sommet de Bruxelles. Mais les 27 Européens s'y sont opposés fermement, car selon eux, c'est la garantie de l'innovation. À l'issue du sommet de Bruxelles, 6 pays africains ont été choisis pour héberger leur propre production de vaccins ARN messagers en tant que premiers bénéficiaires du programme mondial de l'Organisation mondiale de la santé de production de ce vaccin. Affrontant les obstacles ensemble et montrant au monde que l'Afrique a la capacité, les scientifiques et les industries de fournir les vaccins thérapeutiques et les diagnostics nécessaires à la gestion de la santé africaine. Il s'agit de l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie, qui ont été choisis pour permettre au continent africain de fabriquer ses propres doses afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, mais aussi d'autres maladies. Fin de ce 19h, merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite la météo présentée par Amel Hamzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain, 19h.